le poète porté au sublime, génie porté au sublime, frôlant en cela l'anéantissement, serait pris de vertige et de dégoût face à l'Internet et ses écritures multiples, multipliées entre pages et auteurs, autant de, et c'est lui, c'est un mot, c'est un vocable qui vient de lui, autant de poètes ouvriers façonnant le web. En effet, il nous faut reconnaître que l'Internet, et plus particulièrement le web, est le prolongement et l'accomplissement réussi du livre, par des milliards d'auteurs sans qualité poétique particulière, mais écrits en qualité d'auteur immanent à ce qui constitue, par leur graphie, le corps vivant du texte, et là je mets un T majuscule à texte, en référence à l'anthropologie dogmatique de Pierre Legendre, et particulièrement ce qu'il a développé comme société, comme texte. Sans qu'un poète génie connecté aux muses ne soit le maître de l'écriture d'un livre, rêvé tout autant que redouté. C'est l'histoire de ce rêve qui va faire de la poésie une pratique vulgaire. J'emploie Essian le mot vulgaire au sens de la vulgarisation pour le commun, mais aussi au sens où Artaud a pu dire que l'écriture c'était de la cochonnerie. Donc cette pratique vulgaire, médiocre au sens que lui donne Montaigne, ce juste sens qui est le milieu du média, pour ne pas dire sa voix et sa vertu. Et je cite Montaigne, qui dit « Le prix de l'âme ne consiste pas à aller haut, mais ordonnément. Sa grandeur, c'est dans la médiocrité. » Le choc est grand pour le poète. Il comprend soudain que sa consécration va se trouver partagée avec l'accès au plus grand nombre de la même faculté d'écrire, et pourquoi pas celle de prétendre à l'art. Et je cite Mallarmé. L'heure qui sonne est sérieuse. L'éducation se fait dans le peuple, de grandes doctrines vont se répandre. Faites que, s'il est une vulgarisation, ce soit celle du bien, non celle de l'art, et que vos efforts n'aboutissent pas, comme ils n'y ont pas tendu, je l'espère, à cette chose grotesque, si elle n'était triste pour l'artiste de race, le poète ouvrier. Que les masses lisent la morale, mais de grâce, ne leur donnez pas notre poésie à gâter. Ce poète ouvrier, nous le sommes tous devenus. Sitôt connectés et naviguant sur Internet, écrivant, pas même volontairement, pas même un texte écrit, pas même un poème en bonne et due forme, mais écrivant en déclenchant l'écriture de machines connectées les unes aux autres, afin, par exemple, de statistiques utiles pour les moteurs de recherche, une sorte d'épitexte, c'est-à-dire, je cite Gérard Genette, un élément paratextuel qui ne se trouve pas matériellement annexé au texte dans le même volume, mais qui circule, en quelque sorte, à l'air libre, dans un espace physique et social virtuellement limité. Ce texte, écriture par défaut, qu'on pourrait appeler néo-calculi, mécanique et mystique, et mystique au sens où le rapporte Bergson, quand il dit que finalement c'est dans la mystique qu'on rencontre le prolongement de la mécanique et également l'action la plus pure, la plus entière. Donc c'est néo-calculi mécanique et mystique tout à la fois, et la base où vont pouvoir s'exercer les écritures en tous sens de tout un chacun, écriture frôlant constamment la destruction, celle-là même dont l'auteur du livre avoua qu'elle fut sa Béatrice, sa grande passion. Mais de la même façon que les calculis furent de véritables écritures préfigurant celles que les lettres allaient former, cette écriture des machines, par le fait de la présence sur le réseau des écrivains, est une véritable écriture, une véritable œuvre. Œuvre par défaut,
par la présence d'ouvriers par défaut, poètes par défaut, présence actante que l'œuvre y est. Du binaire sort un tiers qui ouvre l'écriture et l'expose à l'encan, l'expose à l'endroit d'un trou qui fait passage. Le corps du texte même du réseau des réseaux est dans l'état d'un vide constituant ce qui va s'y greffer infiniment. Cette réalité qualifiée d'immatérielle est le fait concret d'une opération. Et là, je reprends la définition que donne Clarisse Schmidt de l'immatériel, et je n'ai pas trouvé une meilleure définition pour comprendre ce qu'est l'immatériel. Je vous la donne. Tout document informatiquement conservé n'existe que sous forme de bribes disjointes, qu'il peut être dupliqué et multiplié, retouché et transformé. Il ne s'agit pas de matière, d'une chose, mais d'un état de la matière, celle des circuits. Il ne s'agit pas de circuit en tant que circuit, mais de leur état physique. Il ne s'agit pas de matériel versus immatériel, mais d'état de la matière, de statuel, si l'on peut permettre ce néologisme. Voilà comment les choses finalement opèrent et créent l'environnement dans lequel nous évoluons, nous écrivons, étant tout autant écrits qu'écrivants. C'est ce statut de la matière numérique qui porte la poésie. Poésie au sens où c'est une activité transitive de l'homme sur les choses, comme le vent, les feuilles. Mais, fait remarquable, elle se réalise en une praxis, c'est-à-dire une activité immanente d'un sujet, normalement opposé à l'action transitive. C'est ici le trouble, l'angoisse, les qualités qui jusqu'alors faisaient le poème et lui permettaient d'être reconnu comme tel, vont maintenant, avec l'immatériel de l'action poétique numérique, non seulement reposer sur une page blanche et volante, comme c'était l'intention finalement très mécanique, pré-internet de Mallarmé. Donc non seulement la page n'est pas blanche et violente, mais en plus elle est transparente et trouée. Sans ancrage, définitivement sans ancrage. Sur lesquels vont s'inscrire les fruits d'opérations hasardeuses qu'une qualité poétique ancienne manière pourra saisir aussi bien que la mathématique d'une mécanique. Il s'agit donc en la matière d'user du numérique comme on invente, comme on découvre un monde. Et le découvrir étrange, s'y sentir comme étranger, usager en transit, dans un univers total et tout aussi totalement mouvementé, changeant, écrivant lui-même une histoire que l'on a peine à qualifier de nôtre, car ce sont des machines engagées dans des protocoles d'écriture interactifs qui posent la réalité de ce qui se fait. Nous, écrivants, voire prétendants écrivains, calqués sur le rythme d'un calcul et opérant l'interdit entre les lignes, au mieux et si possible. Je cite Paul Mathias, qui constate « Nos carnets de notes ne nous appartiennent plus. Non qu'ils appartiennent à d'autres, ils forment la substance des machines et la matrice du réseau. Nous n'en sommes pas pour autant dépossédés. Nous en sommes dépropriés. Paroles et écriture réticulaire formant désormais l'horizon d'une véritable apraxie technologique. Impuissance à maîtriser, crainte de se perdre, dénuement face à l'abîme de la fondrière informationnelle. Cet usage du monde numérique implique donc un arrachement. Nous sommes tout à la fois présents, voire hyper présents, mais exilés. En cette ère, le poétique s'affirme par la négative. En creux, en retrait, et un retrait est une reformulation du trait, finalement.
où nous pouvons agir, interagir, non agir. Avec un monde dont nous ne sommes ni maîtres ni possesseurs, évidemment, surpris d'y être tout de même et de n'y être pas tout à la fois. Ce qui se vit alors, ce qui se ressent, c'est un exotisme. Un exotisme au sens où en parlait Victor Segalen, c'est-à-dire la sensation d'exotisme qui n'est autre que la notion du différent, la perception du divers, la connaissance que quelque chose n'est pas soi-même, et le pouvoir d'exotisme qui n'est que le pouvoir de concevoir autre. Se met en place alors également, c'est son vocable, une esthétique du divers, qui se conçoit avec et par l'altérité. Une altérité au risque de l'altération. Grâce à la copie à l'identique, copie dont on dit qu'elle est servile, et qui permet la survivance d'une œuvre lorsqu'elle est promise à la publication. Au contraire de vouloir protéger l'original de ce qui pourrait l'altérer, c'est par l'altérité que l'œuvre va pouvoir être sauvée de ce qui la plombe, la fige, la mortifie, la ruine, en son caractère de chute originelle. Car la véritable originalité d'une œuvre numérique, amplifiant ainsi le caractère original de toute œuvre, en fait, c'est ce qu'on pourrait nommer son altérance, et non sa supposée intégrité ou originalité. Là où l'altération a pu être une nuisance, une destruction du matériau de l'œuvre, elle est, avec le numérique, une diversification de ses formes. Le divers ici est consubstantiel au numérique, car il est une diversion quant à ce qui ferait l'original d'une œuvre, cette croyance à laquelle nous sommes attachés, comme à un fétiche. Mais l'observation renseigne qu'au moment même où l'accès aux productions de l'esprit est facilité par la publication numérique, l'atteinte à leur intégrité devient, par ce divers que permet la copie et la diffusion à l'identique, entièrement nulle. Ce qui est touché n'est jamais qu'un leurre de l'original, c'est même l'original en tant que leurre. L'original, selon la croyance que nous avons de son intégrité, disparaît tout autant que l'œuvre perdure diversement. La chute originelle de l'original est relevée de son poids par la copie. Copie servile à son salut. Ni le temps ni l'espace ne sont un obstacle à sa survivance diversifiée. La copie considérée comme un vol, une dégradation, une atteinte aux droits de l'auteur, amplifie au contraire, par la multiplication et l'interprétation, l'étrangeté de l'existence d'une œuvre. Constamment étrangère à notre emprise, exotique, diverse. Du chiffre, puis des lettres, des mots, puis de la musique. Le poème façonne l'entre, l'ouvert, l'entrouvert, par où passe ce je ne sais quoi et presque rien qui fait toute la différence. Le poème est toujours, selon la définition qu'en donnait Paul Valéry, cette hésitation prolongée entre sens et son. Cette hésitation prolongée entre le son et le sens est, avec le numérique, sans chute. Elle demeure en son immatérialité, alors vu quelle opération c'était, en suspens perpétuel. Elle bruit du ronflement silencieux des machines qui la portent. Ce qui s'entend se situe entre les dits, les entredits, les interdits. C'est la raison pour laquelle, outre le leurre d'une originalité de l'œuvre, c'est l'impossibilité même de créer qui se pose à nous lorsque l'infinie possibilité de ce qui semble pouvoir être créé avec le numérique nous plonge dans l'illimité de la création. Et je vais citer Simone Veil, qui, bien sûr, a un regard profondément éthique vis-à-vis de l'acte de créer, où elle observe que la création, c'est le bien
mis en morceaux et éparpillés à travers le mal. Le mal est l'illimité, mais il n'est pas l'infini. Seul l'infini limite l'illimité. Il faudrait valider tout ça. Je poursuis. Or, il n'est pas donné à l'homme de créer. Elle poursuit ainsi. Or, il n'est pas donné à l'homme de créer. C'est une mauvaise tentative pour imiter Dieu. Ne pas connaître et accepter cette impossibilité de créer est la source de beaucoup d'erreurs. Et puis, il faut imiter l'acte de créer, et il y a deux imitations possibles. L'une réelle, l'autre apparente. Conserver, détruire. Pas de trace de jeu dans la conservation. Il y en a dans la destruction. Je laisse sa marque sur le monde en détruisant. Et c'est donc à cette imitation de l'acte de créer que nous sommes invités par la copie à l'infini. Le jeu est de passage, il ne s'inscrit pas dans un territoire, il copie ce qui se transmet et qui se transforme, il est dans la tradition. Mais cette imitation où tout semble possible, à l'infini, ne peut se réaliser que dans la liberté d'un passage à l'acte constructif. Tout à l'heure, il en était question. Et là, je citais Saint Paul, quand il observe, c'est l'épître aux Corinthiens, tout est permis. Mais tout n'est pas profitable. Et il répète, pour dire qu'il ne conteste pas, tout est permis. Et il poursuit. Mais je ne me laisserai, moi, dominer par rien. Donc la liberté qui s'offre doit être châtiée comme on le fait dans le langage, polie par l'usage commun, et insoumise à la domination des valeurs particulières. L'usage commun et l'insoumission à la domination est alors ce qui fait valeur. Celle qualifiée de valeur d'échange, au sens de Marx, se voit transformée en échange de valeurs d'usage. Des pratiques qui excèdent l'économie, telles que nous l'entendons ordinairement, et qui font l'économie de l'économie. Car, et je cite Michel Henry, son livre sur Marx, tout à fait intéressant, ce qu'est cette existence purement économique, nous le savons, c'est la représentation idéale d'une quantité déterminée de travail abstrait. C'est la représentation idéale d'une réalité idéale. Le numérique, en son transport poétique, en son économie, n'est pas un linéaire. Nous sommes là dans ce qu'on pourrait qualifier face à un matérialisme du réel. L'impossible, ici, est le seul possible. C'est l'impossible d'une liberté observante de l'innommable, sauf par l'interdit poétique, de l'inestimable, sauf par la grâce du don, de l'inimaginable, sauf par la décréation. Alors là aussi, c'est un concept de Simone Weil qui veut dire faire passer le créé dans l'incréé, et de l'invisible, sauf par l'action. Cette action qui est vraiment l'acte de passage, qui est vraiment le passage à l'acte et l'acte d'un passage, dont nous avons vu qu'elle croise la poésis et la praxis, est irréfléchie. Elle est impensée. Passage, elle est pour voir, elle a une visée spéculaire, non pour prévoir. Ce n'est pas un projet spéculatif. Elle ne fait pas appel à l'imaginaire, car, et je cite encore Simone Weil, l'imagination travaille continuellement à boucher toutes les fissures par où passerait la grâce. Et les fissures, c'est précisément la faille qui permet d'aller voir et de réaliser un peu plus loin que l'ourson n'est. C'est la faille aussi également des programmes qui bug, mais qui vont permettre l'invention de l'acte de la création des hackers. Donc c'est vraiment par la faille, et bien sûr par la faillite, mais par la faille que l'ouverture réelle se fait, et non pas par l'imagination qui bouche toutes ces fissures, toutes ces failles.
Bon, je coupe un petit peu pour être sûr de pouvoir finir. Combien me reste du temps? Normalement, vous avez à peu près parlé d'une demi-heure. Ah oui, non, ça va pas. Si vous pouvez le faire en 5 minutes, c'est... Ah ouais, c'est dur. C'est vrai. Ouais. Bon, juste un passage du côté de Baudelaire, parce qu'il en était question. Donc la beauté n'est plus ce rêve de pierre où chacun s'est meurtri tour à tour et qui inspire au poète un amour éternel et muet ainsi que de matière. La beauté numérique poétique, tout au contraire de haïr le mouvement qui déplace les lignes, l'aime et le comprend. Cette informelle de l'action poétique numérique est forme de vie, forme vivante, émouvante. Une ontologie de la matière à pair avec l'immatériel, et c'est pourquoi garantir son maintien, maintenir son mouvement imprenable est, face au délitement ou au raidissement de son transport, une nécessité qui en appelle à l'observation de ce qui va faire tenir la mise en place d'une dogmatique. Dogmatique, alors là je cite Pierre Legendre, nous renvoie à la tradition grecque, littéraire, philosophique et politique. Le mot dogme y est utilisé pour désigner le récit des rêves et des visions, pour dire l'opinion, mais aussi la décision ou le vote. Il y a également un sens proche de doxa, terme grec, mais aussi qui signifiait action, principe, mais aussi embellissement ou décor. Là, je vais citer Philippe Cormier, qui travaille ici à Nantes, à l'UFM. Par suite, cette opinion ou cette décision fera l'objet d'une instruction ou d'un enseignement, méritera d'être transmis. Ce qui donne le latin traditio, tradition. Le mot dogma signifie donc par conséquent ce qui est enseigné. Et in fine, pour bien comprendre, parce que je sais que le mot est problématique, la dogmatique, c'est-à-dire l'enseignement pratique de sans quoi on peut avoir confiance, a pour fonction de tenir ouvertes les questions de foi de manière critique, donc de maintenir active la dimension critique, donc de garantir le non-enfermement dogmatique dans le dogme. C'est un principe d'action. L'action efficiente est d'ordre et de qualité dogmatique. Et je cite très précisément Maurice Mondel dans son livre L'action. De la lettre à l'esprit, du dogme au précepte, il y a un échange perpétuel, une intime solidarité. La lettre, c'est l'esprit en action. Et si les mystères semblent des vérités purement spéculatives, il naît cependant par la réunion d'un mystère à l'autre des vérités toutes pratiques. Les dogmes, non seulement sont des faits et des idées en acte, mais encore, ce sont des principes d'action. Je termine, je vais directement à ma dernière partie qui traitait de l'action dans cet espace ouvert, avec des matériaux ouverts, et là je fais référence évidemment non pas tant à l'open source, mais au logiciel libre, et à ce qui permet de tenir ouvert les principes d'ouverture du logiciel libre, c'est-à-dire le copyleft, qui interdit à ce que l'ouverture soit refusée. Cet ouvert des poètes ouvriers que sont les hackers, ils l'auront travaillé particulièrement ensuite de la beauté du geste libre du poète au coup de dé. Ils auront à la fois accompli et vulgarisé ce geste comme Wikipédia accomplit et vulgarise le geste de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Wikipédia, c'est une encyclopédie libre, copyleft, sur licence libre pour copyleft. Ce que le grand public connaît vaguement sous le vocable d'open source, et qu'on devrait bien plutôt reconnaître comme mouvement du libre, au sens de logiciel libre et d'art libre, et cette disposition d'esprit poétique, mais reposant sur le calcul des machines, sans littérature, mais portant le récit des rêves et des visions, que les langages ont formés. Ce mouvement ouvre les auteurs à l'ouvert de façon pragmatique et réaliste, en formalisant juridiquement cette réalité ouverte. Leurs œuvres sont légalement copiables, diffusables et transformables. Et un élément important garantit cette ouverture, c'est le copyleft, qu'on trouve
dans la General Public License, qui a pu pour le livre Linux par exemple, dans la licence ARLib ou dans la Creative Commons Share Parallel. Et qui interdit, et c'est pour ça que j'y trouve vraiment une dimension poétique, dans le sens où c'est interdit, ça met un tabou, on ne peut pas, mais que là se dit quelque chose entre et avec ce tabou d'ordre poétique, qui interdit que l'ouvert soit refermé. Aussi, il n'y a pas d'appropriation, mais plutôt une désappropriation de l'œuvre. Son usage n'est jamais exclusif. L'œuvre n'a pas de propre. C'est une ouvre, un passage. Ce tabou d'appropriation exclusive que le copyleft pose est, pour les auteurs, la métrique à observer de façon à ce que le poème, c'est-à-dire les écritures des machines et celles en conséquence des êtres humains qui font suite, passe et fasse dans ce lieu qu'est l'Internet, où rien n'a lieu que le lieu, je reprends ce que dit Mallarmé entre phrases, ne soit pas néant, mais vivant.